Suite à ma vidéo sur les aurores boréales, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails pour savoir comment on faisait les photos circumpolaires. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire un filet d'étoiles. Il y a 4 types de filets d'étoiles. Si vous tapez plein est, vous allez avoir les étoiles qui vont se lever. Si vous tapez plein sud, vous allez avoir au contraire les étoiles qui vont former un arc de cercle. Plein ouest, les étoiles vont venir au contraire se coucher. Et si vous tapez plein nord, vous allez avoir l'effet circumpolaire, c'est-à-dire les étoiles qui vont tourner autour de l'étoile polaire. Et c'est justement le circumpolaire que je vais faire ce soir. Donc pour faire le circumpolaire, si vous ne connaissez absolument rien au ciel, c'est très simple, vous prenez une boussole, vous pointez vers le nord et vous mettez l'appareil photo plein nord. Vous allez forcément tomber sur l'étoile polaire. Sinon, pour retrouver l'étoile polaire, parce que c'est quand même intéressant de s'intéresser un petit peu au ciel, il suffit de prendre la constellation certainement la plus connue de chez nous, la Grande Ourse, la fameuse grande casserole. Vous prenez les 2 dernières étoiles de la casserole et vous la prolongez d'environ 5 fois et vous allez tomber sur une étoile qui est toute seule et donc c'est l'étoile polaire. Pourquoi les étoiles tournent autour de l'étoile polaire? En fait, l'étoile polaire, c'est la seule étoile qui est dans l'axe de rotation de la Terre. Du coup, on a l'impression qu'elle reste fixe dans le ciel et que toutes les étoiles tournent autour d'elle. Alors comprenez bien que ce n'est pas le ciel qui tourne, mais c'est la Terre qui tourne. Mais vu de la Terre, nous, on voit le ciel tourner. Pour ce qui est du matériel, on a besoin d'un simple trépied photo, peu importe le trépied, et évidemment d'un appareil photo. Mais le plus important, ce n'est pas l'appareil photo, ça va être d'utiliser l'objectif le plus grand angle possible. Car l'étoile polaire est relativement haute dans le ciel, et donc si on veut l'avoir dans le champ, mieux vaut avoir un grand angle. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Après, si vous avez un intervallomètre, c'est sûr, c'est un plus, parce que vous allez le voir dans la suite de la vidéo, on va quand même utiliser des temps de pause longs. Après, vous allez voir que ce n'est pas une obligation. Autre chose, pas forcément obligatoire, mais intéressant d'avoir, ça va être d'utiliser une résistance chauffante. Alors après, qui dit résistance chauffante dit power bank, pour pouvoir alimenter tout ça. Pourquoi une résistance chauffante? On fait des photos de nuit, la température baisse et on a malheureusement de l'humidité qui arrive. Il suffit de voir ce soir, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Du coup, on va mettre la résistance chauffante. Pareil, très important, hein, on shoot dans le noir, donc on voit pas grand-chose. Pensez à prendre une petite lampe, si possible lampe frontale, de façon à avoir les mains libres, mais surtout une lampe avec lumière rouge. Tout simplement parce que notre œil met 20 minutes à s'adapter au noir. Et donc, on commence à apercevoir beaucoup plus d'étoiles au bout de 20 minutes. Si on allume une lumière blanche, on recommence à zéro. Donc, on privilégie toujours la lumière rouge. Et dernière chose, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de rappeler ça, mais pensez à prendre des vêtements chauds, des bonnets, des gants, enfin bref, tout pour pouvoir supporter un certain temps dans le froid et l'obscurité. Maintenant qu'on a tout vu, j'installe tout ça et puis c'est parti. Donc voilà, je viens d'installer tout ce qu'on vient de voir. Donc j'ai mis l'appareil photo, le trépied, la résistance chauffante pour ne pas avoir de problème d'humidité. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir déjà son cadrage. Donc je l'ai fait, j'ai trouvé le cadrage qui m'intéressait, j'ai le moulin qui est pile en face et j'ai l'étoile polaire qui est un petit peu décentrée, de façon à avoir le circumpolaire, je dirais qu'il va partir un peu plus du haut droite de mon image. Donc je vais faire une première photo exposée pour le moulin, pour le premier plan. Donc pour ça, je vais plutôt utiliser une ouverture assez fermée, f8, afin d'avoir une bonne netteté sur tout le premier plan. Et donc, je vais rester sur des ISO relativement bas pour éviter la montée en bruit. Et donc on a le f8, je vais rester à 100 ISO et en faisant des petits tests, j'ai vu qu'il me fallait un temps de pause de 8 minutes. Donc c'est parti, je lance ça et puis écoutez, je vous montre le résultat tout de suite. Donc on peut voir que j'ai une grosse traînée d'étoiles. Par contre, c'est pas ces étoiles-là que je vais garder parce que je suis net sur le moulin et donc mes étoiles sont pas nettes, elles sont légèrement floues. Du coup, on en arrive à la partie numéro 2. On va maintenant exposer pour les étoiles. Donc pour ce faire, il suffit de faire la mise au point sur les étoiles. Donc là, quand on utilise un très grand champ comme ça, c'est relativement simple. En clair, on va chercher l'infini, on revient un tout petit peu en arrière d'un tout petit cran et normalement nos étoiles seront bien nettes. On touche évidemment pas au cadrage. Par contre, pour les étoiles, on va chercher à utiliser une grande ouverture. f1.8, f2, f2.8, enfin bref, l'ouverture la plus grande que vous propose votre objectif, afin de laisser passer le maximum de lumière. J'utilise moi le 11 mm f1.8, je vais donc utiliser cette ouverture-là de 1.8.
On va également chercher à utiliser la sensibilité ISO la plus basse possible afin d'éviter la montée en bruit. Afin que le traitement soit plus facile, je vous conseille vivement d'utiliser des temps de pause relativement longs. Essayez de viser du 2 minutes, même 4 minutes, c'est très bien. Et j'ai envie de dire, plus vous allez poser longtemps, moins vous allez avoir de photos à stacker. Par contre, on va faire une exception. Si toutefois vous désirez faire un time-lapse et voir la rotation du ciel, on va plutôt partir sur des temps de pause de 30 secondes afin de vraiment avoir la rotation qui se fait et non pas avoir des traînées qui se saccadent lors du time-lapse, quoi. C'est ce que moi je vais faire ce soir et en plus, c'est un bon exemple parce que tout le monde n'a pas d'intervallomètre pour pouvoir faire des temps de pause de 4 minutes. Par contre, tous les appareils photo ont un intervallomètre intégré qui permet de faire des photos de 30 secondes avec un petit intervalle de 1, 2 ou 3 secondes. On va opter pour 1 seconde pour ne pas avoir de trou entre les étoiles. Et puis on est parti pour plusieurs heures. Alors stop, je trouve que là j'ai passé un petit peu vite et du coup je voudrais rajouter quelques précisions. Le soir où j'ai tourné cette vidéo, c'était le 14 novembre 2024 et la lune était bien présente dans le ciel. Elle était à 94%. Généralement, quand on fait de l'astrophoto, que ce soit des photos de ciel profond, ou de voie lactée ou peu importe, on a tendance à s'éloigner de toute pollution lumineuse. On va s'éloigner des villes et on va choisir un moment où il n'y a pas de lune. Par contre, faire un circumpolaire au moment de la pleine lune ou au moment où la lune est bien avancée, bien lumineuse, ça peut être intéressant. Il y a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que la lune va nous éclairer le premier plan et va nous permettre d'avoir un premier plan tout simplement plus sympa visuellement. Et le deuxième avantage, alors ça c'est une question de goût, en tout cas c'est mon cas, mais grâce à la lune, seules les grosses étoiles vont apparaître sur notre circumpolaire. Et ça va permettre d'avoir un circumpolaire assez épuré et non pas avoir des cercles partout sur notre image. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Du coup, à chaque fois que je fais un circumpolaire, j'essaye d'avoir un moment avec la lune ou, comme je disais, une lune bien avancée, quoi. Revenons maintenant sur les vitesses d'obturation que je vous ai sorties. J'ai parlé de 8 minutes à f8 à 100 ISO. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Déjà, la base en photographie, on a le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. On va commencer par la partie la plus simple, la sensibilité ISO. C'est très simple, c'est un rapport de x2. Donc on va commencer à 50 ISO. Si on fait 50 ISO x 2, ça fait 100 ISO. 100 ISO x 2, ça fait 200. 200 x 2, ça fait 400, etc. Du coup, ça fait 50 ISO, 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO, etc. Si on passe de 200 ISO à 400 ISO, on est 2 fois plus lumineux et on dit qu'on gagne un diaph. A l'inverse, si on passe de 200 ISO à 100 ISO, on est 2 fois moins lumineux et on dit qu'on perd un diaph. Ensuite, on a la vitesse d'obturation. Donc c'est pareil, on reste sur un rapport de x2. Donc on va partir avec 1 seconde par exemple. Si on est un plus rapide, ça va faire une demi-seconde, un quart de seconde, un huitième de seconde, un quinzième, un trentième, un soixantième, un 125e, un 250e, un 500e, un millième, etc. De l'autre côté, si on pose plus longtemps, on va avoir, donc on était à 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, 15 secondes, 30 secondes, et au-delà, ça va être la pause bulbe, la pause B. La pause bulbe, ça va donc être une pause où tant qu'on reste à déclencher, le temps d'exposition continue. Mais on reste sur des valeurs de plus un diaph à chaque fois. Donc à chaque fois, on multiplie par 2. Donc on était à 30 secondes, ça va faire 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes, etc. Pour la pause bulbe, bien sûr, on utilisera soit une télécommande, soit un intervallomètre. Et donc pareil, si on passe de 1 trentième de seconde à 1 soixantième de seconde, on est plus rapide, on perd 2 fois moins de lumière, ça équivaut à un diaph. Par contre, si on passe de 1 125e à 1 60e, là on gagne 2 fois plus de lumière et on gagne un diaph. Donc là on va parler de l'ouverture, c'est un peu différent, on n'est plus sur du x2, on est sur du fois racine carrée de 2. Donc là il n'y a pas trop le choix, il faut apprendre les valeurs par cœur. Donc ça va commencer à f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, etc. Quand on parle d'ouverture, plus le chiffre est grand, plus on va venir fermer le diaphragme de l'objectif, moins il va y avoir de lumière à rentrer sur le capteur. A l'inverse, plus le chiffre est grand, plus on va ouvrir l'objectif, plus il va y avoir de quantité de lumière à venir frapper le capteur. Donc, par exemple, si on passe de f5.6 à f8, j'ai fermé le diaphragme, du coup j'ai 2 fois moins de lumière, j'ai perdu un diaph. A l'inverse, si par exemple j'ouvre de f2.8 à f2, j'ai ouvert le diaphragme, j'ai gagné 2 fois plus de lumière,
j'ai gagné un diaph. Voilà pour ce qui est de la base de la photographie. Donc maintenant qu'on connaît tout ça, comment on fait pour trouver la bonne exposition? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux rester à 100 ISO afin d'éviter une montée en bruit. Du coup, je vais faire des tests et me référer à l'histogramme. Quand on fait une photo, on a un histogramme, et donc si l'histogramme est sur la gauche, ça veut dire que les noirs sont complètement bouchés. On a donc une perte d'information dans les basses lumières. A l'inverse, si l'histogramme est totalement à droite, ça veut dire que les hautes lumières sont complètement cramées, et là j'ai donc une perte d'information dans les hautes lumières. Un histogramme bien exposé doit donc être au milieu, sans être totalement à gauche, totalement à droite. Et donc on va se référer à ça pour trouver la bonne exposition. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux rester à 100 ISO afin d'éviter la montée en bruit. Mon objectif ouvre à f1.8, donc moi je vais choisir une ouverture à f2, ou même f1.8, hein, c'est quasiment pareil. Et je vais tester un premier temps d'exposition, par exemple, de 15 secondes. À 15 secondes, je me rends compte que je suis un petit peu trop sur la gauche, du coup je vais tester 30 secondes. Et là, à 30 secondes, je me rends compte que l'histogramme est bien. Donc j'ai trouvé le bon triangle d'exposition. C'est 30 secondes, f2, à 100 ISO. À partir de là, comme je le disais, je voulais faire le premier plan. Pour que le premier plan ait un bon piqué, je veux travailler à f8. Mais je veux toujours mes 100 ISO, toujours pour la même raison, éviter cette fameuse montée en bruit. Du coup, si je passe de f2 à f8, je vais perdre combien de diaph? Eh bien, il suffit de compter. f2, on va passer à f2.8, f4, f5.6, f8. En clair, j'ai perdu 4 diaph. Donc, il va falloir que je récupère ces 4 diaph. Donc, j'étais à 30 secondes f2 à 100 ISO. Je veux être toujours à 100 ISO à f8. Je dois récupérer 4 diaph. Ça fait donc 30 secondes, ça fait 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. Voilà comment j'ai obtenu les 8 minutes à f8 et 100 ISO. Après, dans la vidéo, je vous conseille de faire des temps de pause de 2 minutes ou 4 minutes afin d'avoir moins de photos à stacker. Moi, pour ma part, étant donné que j'ai voulu faire un timelapse, j'ai opté pour les photos de 30 secondes. Donc j'avais déjà les 30 secondes f2 à 100 ISO. Maintenant, si j'avais voulu faire des temps de pause de 4 minutes, eh ben en clair, il suffit de réfléchir. De 8 minutes à 4 minutes, je perds un diaph. Donc il fallait que j'ouvre d'un diaph. Donc je faisais 4 minutes, toujours 100 ISO. Et de f8, je passais à f5.6. Pareil, si je voulais faire 2 minutes, je perdais encore un diaph. Donc il fallait encore ouvrir d'un diaph. Donc j'aurais fait 2 minutes, f4 à 100 ISO. Si j'avais voulu faire 1 minute, on aurait fait 1 minute, f2.8 à 100 ISO. Tout ça nous aurait donné la même image, la même quantité de lumière. La seule chose qui aurait changé, c'est la fameuse profondeur de champ, la zone de netteté dans notre image. Donc voilà, j'espère avoir été un peu plus clair parce que j'ai passé le sujet un peu trop vite à mon goût. Hop. Voilà, bah écoutez, je viens de lancer la première photo. Et donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et plus vous allez attendre longtemps, plus on va avoir un filet d'étoiles qui va s'allonger. Après, il est très facile d'estimer l'angle de rotation des étoiles. C'est très simple, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, donc 360 degrés. Si on divise 360 degrés par 24, ça nous fait donc un angle de rotation de 15 degrés. Donc en clair, on fait 15 degrés par heure. Eh bien écoutez, le temps est contre moi. Je suis malheureusement obligé d'arrêter mes photos, mais c'est pas grave, j'ai quand même 45 minutes. Donc ça va nous permettre d'avoir quand même une rotation plutôt sympa. Donc je m'arrête là pour la prise de vue, et puis bah, maintenant on va passer au traitement. Donc on se retrouve maintenant sur l'ordinateur, donc j'ai déjà chargé les photos sur Lightroom. Donc la première, celle-ci, et ben, comme on peut le voir ici, c'est ma photo de 8 minutes à f8 avec mon 11 mm 100 ISO. Donc ça va être la photo du premier plan. Et ensuite, juste là, donc on a bah, toutes les photos du circumpolaire. Hop, donc on va avoir des traînées d'avions à supprimer. Dans cette zone, il y a pas mal de pluies de météorites, donc pareil, on va les retirer. Et comme on peut le voir, juste là, les nuages commencent à apparaître. Donc je vais m'arrêter. Ouais, là, ça commence. Tac, vous voyez à la fin. C'est le brouillard, du coup, qui se levait. Donc, je vais aller jusqu'à... jusqu'à celle-ci. Hop. Du coup, de 59 à la fin, on va pas se prendre la tête, on va les supprimer.
supprimer du disque. Comme ça sert à rien de les garder. Ça prend de la place pour rien. Donc on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci, le but, on s'en fiche totalement du ciel. Le but, ça va être de récupérer un premier plan plutôt pas mal. Donc là, on peut voir qu'il est déjà pas trop mal, mais si on se réfère à l'histogramme, on se rend compte qu'on est assez quand même dans les basses lumières et on n'a pas beaucoup d'informations dans les hautes lumières. Donc on va chercher à étirer un petit peu l'histogramme de façon à voilà, être bien exposé partout, tout en gardant quand même un effet un peu nuit. Donc c'est parti, développement. On va commencer par étirer donc là clairement l'exposition pour aller chercher un peu par là-bas. Donc on se réfère à l'histogramme. Donc là bien sûr on est très lumineux mais c'est pas grave. L'histogramme est bien. On va jouer sur le contraste pour essayer d'assombrir justement tout ça. Comme on peut voir on est très lumineux donc tout ce qui va être haute lumière on va les baisser. Pareil pour les blancs. Pas hésiter à les baisser. Donc là hop voilà on va se la jouer un petit peu moins violent quand même. Donc on a quand même des informations encore un petit peu partout. Est-ce que j'ai du noir bouché? J'ai pas beaucoup de noir bouché. Du coup, on va pouvoir assombrir un petit peu encore. Là, forcément, j'ai dû boucher les noirs. Il suffit d'aller sur la petite flèche ici là, pour voir. Donc on va venir éclaircir les ombres de façon à avoir voilà, un peu moins de noir bouché. Après, c'est normal qu'il y ait du noir bouché. On est en pleine nuit. Donc il faut quand même garder un effet un peu naturel, quoi. On peut encore baisser les hautes lumières ainsi que les blancs. Bah écoutez, là je trouve qu'on n'est pas trop mal. Du coup, on va pouvoir jouer sur la balance des blancs. Je trouve que mon moulin est un peu jaune, ça c'est normal, c'est dû à la pollution lumineuse. Donc on va venir tout simplement enlever un peu de jaune, de façon à retrouver une teinte un peu plus naturelle. Voilà, là je trouve qu'on n'est pas trop mal. Pareil, la pollution lumineuse et puis également la nuit fait que nos verts sont un peu surnaturels, j'ai envie de dire. Le vert est vraiment trop saturé, trop claquant quand on fait des photos de nuit. Donc on va aller juste ici dans les teintes saturation, enfin bref, luminance. Et on va tout simplement jouer sur la saturation. On va désaturer les jaunes, de façon à en enlever. Désaturer aussi un petit peu les verts, alors tout en restant quand même un petit peu. Et le turquoise, parce que dans ce fameux vert, il y a un peu de turquoise. Là, je trouve qu'on a une teinte pas trop mal. On arrive à un effet un peu nuit, enfin un peu plus naturel, quoi. Et là, pareil, on va pouvoir venir sur assombrir un petit peu les jaunes, assombrir le vert. Voilà, vous voyez. Encore une fois, on oublie le ciel, hein, on se concentre vraiment sur la partie paysage. C'est ce qui va nous intéresser. Hein. Je la trouve pas trop mal comme ça, du coup, je vais la laisser comme ça. De toute façon, à la fin, on pourra toujours fignoler l'image. On va passer à la photo numéro 1, du coup. Puis alors là, on va travailler, mais un petit peu différemment parce que chaque photo de ciel, étant donné qu'il y avait du brouillard, vous voyez, j'ai un espèce de vignettage tout autour. On peut voir ici sur les vignettes que j'ai comme des traînées. Du coup, j'ai pas forcément envie de faire grand-chose parce que les traits que j'ai ici ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, sur celle-ci, bon là, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que ça paraît à peu près identique, mais je pense que si on s'en va plus loin, je pense que tout ça, ça bouge un peu. Bah, ouais, là, on voit, ça a un peu bougé. Tout ça, c'est dû au brouillard, donc ça me gêne un petit peu. Donc, j'ai pas forcément envie de trop toucher. À la limite, je préfère faire le circumpolaire et ensuite travailler mon ciel sur la photo finale où là, je vais venir éclaircir, assombrir les zones qui me dérangent, quoi. Est-ce que je vais quand même faire un petit truc? L'histogramme, on n'est pas trop mal. Si jamais je venais juste faire quelque chose comme ça, avec du contraste. Bah, les hautes lumières, on va les garder parce que c'est justement nos étoiles. Rajouter un tout petit peu de noir. Ouais, écoutez, je vais juste faire ça. On peut voir que j'ai un gros vignettage au centre, mais comme je le dis, je ne veux pas le travailler maintenant, je le travaillerai plus tard. Donc là, j'ai fait ma première photo. Je vais toutes les sélectionner et je vais faire synchroniser. Je synchronise tout, ce qui fait que ça va faire le même traitement pour toutes mes images. Il ne nous reste plus qu'à exporter tout ça. Donc là, je fais commande A, exporter.
Donc j'exporte ça dans un nouveau dossier que j'ai renommé photo OK. Tout en TIFF, sans compression, blablabla, machin, tout ça c'est bon. Exporter. Donc là voilà, ça y est, les photos sont exportées. Il existe des applications comme StarMax qui vont vous faire un circumpolaire tout seul. Personnellement, je préfère le faire manuellement en passant sur Photoshop. Alors ça demande un petit peu plus de temps, mais ça permet vraiment de bien nettoyer chaque photo et de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de traînées bizarres, enfin bref, tout ça. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, vous allez voir que c'est extrêmement simple et que ça vaut le coup de le faire manuellement. Donc on passe sur Photoshop. Pour que la vidéo dure pas trop longtemps, je vais pas le faire sur toutes les photos, mais bon, je vais en prendre une petite dizaine et on va le faire ensemble, quoi. Je les ouvre tout simplement dans Photoshop. Et donc là, on va nettoyer la photo de tout ce qui va être pluie d'étoiles filantes, traînées de satellites, traînées d'avions, etc. Là, par exemple, j'ai une étoile filante, donc j'en veux pas sur ma photo, je vais l'enlever. En plus, vous allez voir que dans ce secteur-là, j'en ai plein. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on va pouvoir utiliser l'outil pièce. Donc là, écoutez, on prend l'outil pièce, on vient envelopper ce qu'on veut enlever, on décale à côté, ça enlève. C'est pas forcément le meilleur. Hop, je vais revenir en arrière. On a l'outil correcteur. Donc là, dans l'outil correcteur, on va venir appuyer sur Alt. Nous, c'est Option sur Mac. Je clique à côté, là, pour venir choisir cette zone-là comme référence. Et je vais venir peindre par-dessus. Ça, c'est certainement le meilleur outil. À côté de ça, on a l'outil correcteur localisé. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur Alt. Il fait plutôt pas mal le boulot. On peint et il fait le travail. Donc voilà, on va faire ça sur la première photo. Hop, là j'ai le reste de l'étoile filante. Tac. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de prendre, donc je vais garder celle-ci comme référence. Je prends celle qu'on a nettoyée, je la glisse sur la première. Et tout simplement, hop, je viens de l'aligner comme il faut. Tout simplement, je viens faire mode de fusion, éclaircir. C'est tout. Et on va faire ça avec toutes les photos. À chaque fois, on peut aplatir. Ça va peser moins lourd à la fin. Hop. Et puis là, on y va, on va rouvrir les deux suivantes. Alors certes, ça peut demander un peu de temps, mais si j'avais tout balancé comme ça dans StarMax, ils m'ont regardé les étoiles filantes, ils m'ont regardé les traînées d'avion, ils m'ont regardé plein de trucs. Donc celle-ci, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'il y ait de défaut. Du coup, on va la prendre, on va directement la glisser. Mode de fusion, éclaircir. Je la ferme. Celle-ci, pareil. Donc je fais ça sur toutes les images et puis on se retrouve à la fin. Et donc voici le résultat. Donc il ne reste plus qu'à enregistrer l'image. Je vais le renommer ciel. Et puis ensuite, on va passer sur Lightroom. Donc sur Lightroom, on va essayer d'harmoniser le ciel. On va essayer de supprimer ce gros vignettage qu'on a ici. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil dégradé et dégradé pinceau. Je vais utiliser une taille relativement grande. Et puis je vais venir peindre justement là où c'est plus sombre. Je vais donc augmenter l'exposition afin d'éclaircir tout ça.
Et pareil, jouer un petit peu sur les ombres. Un petit peu de contraste pour récupérer un peu de brillance dans les étoiles. Donc c'est mieux, mais on voit que c'est toujours pas ça sur la vignette. Donc là, je vais faire un autre dégradé. Ce coup-ci, ça va être un dégradé linéaire. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer au-dessus du ciel et de descendre tout simplement vers le bas jusqu'à voilà, sélectionner la partie qu'on veut. Et donc ça va nous donner un calque dégradé très fort en haut et qui va diminuer petit à petit. Donc là, je vais chercher à assombrir le ciel, donc je vais baisser les noirs et augmenter un petit peu le contraste afin justement de faire ressortir les étoiles. Je vois que j'ai toujours ce vignettage un petit peu ici au centre, donc je vais refaire un dégradé pinceau. Donc je viens peindre là où je veux supprimer le dégradé et comme tout à l'heure, je vais rajouter un peu des ombres et un petit peu d'exposition jusqu'à avoir un ciel plutôt pas trop mal. Donc là, on n'est vraiment pas loin, mais je vois sur la vignette qu'il en reste encore un tout petit peu. Donc je vais faire une dernière fois un dégradé pinceau, je vais peindre juste cette zone-là. Et là, je pense que juste avec les ombres, on devrait, voilà, ouais, c'est pas mal. Juste finaliser un petit peu comme ça. Donc voilà, on a réussi à harmoniser le ciel. Donc maintenant, bah, on va le travailler, on va essayer de le rendre un peu plus effet nuit. Donc on va commencer par ajouter un peu de contraste. Tout ce qui est haute lumière et blanc, on va pas y toucher parce que c'est justement nos étoiles. Et on va venir assombrir un petit peu les noirs. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de jouer avec le correcteur du voile. Alors par contre, il faut y aller très doucement parce que regardez, à peine je vais toucher le curseur, hop, voilà, c'est beaucoup trop fort. Donc il faut vraiment y aller très 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 léger. Donc là, on est pas mal. Par contre, bah, le bleu, il fait vraiment pas effet nuit. Donc on va retourner dans teinte, saturation, luminance. Et on va venir justement désaturer les bleus, alors très légèrement. Et on va venir assombrir les bleus, jusqu'à donner un effet un peu plus, voilà, bleu nuit. Là, c'est pas trop mal. Peut-être encore un tout petit peu de désaturation. Ouais, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Bah écoutez, il me reste plus qu'à exporter tout ça. Et puis, bah, on remet tout ça dans Photoshop. Donc on se retrouve maintenant sur Photoshop. Donc j'ai ouvert ma photo du ciel et ma photo du premier plan. Donc on va glisser la photo du premier plan sur la photo du ciel. Donc déjà la première chose à faire, on va réduire l'opacité et on va venir bien aligner nos deux calques parce qu'il se peut que ça ait légèrement bougé. D'ailleurs c'est le cas sur mon image. Ça a un petit peu bougé, donc on va essayer d'aligner ça au mieux. C'est très important. Hop, là c'est pas trop mal. C'est même très bien. Voilà, donc une fois qu'on a aligné les images, on va pouvoir remettre l'opacité à 100%. Et maintenant, on va venir faire un masque de fusion. Donc, soit on fait un masque de fusion noir et on peint en blanc, soit on fait un masque de fusion blanc et on peint en noir. Donc, je vais peindre partout sur mon premier plan. Alors là, vu que c'est un masque de fusion blanc et que je peins en noir, en clair, je supprime le premier plan, mais c'est pas grave, on va intervertir après. Donc au début, je le fais un petit peu grossièrement et ensuite on va zoomer, on va aller faire un petit peu plus finement. Donc je peins partout et on se retrouve juste après. Donc pour intervertir les masques et pour voir un petit peu ce que ça donne réellement, il suffit de faire commande I sur Apple, CTRL I sur PC. Et du coup, vous voyez, ça inverse les masques et là, on voit bien que j'ai gagné en netteté, hein. Donc je continue à peindre partout, je finis ça et on se retrouve juste après.
Une fois que je suis satisfait de mon image, je peux aplatir. Alors là, je vois qu'il me reste 2 petites traînées, donc je vais les supprimer. Et étant donné que j'avais un petit décalage entre la photo du premier plan et ceux du ciel profond, je vais faire un léger recadrage. Là, c'est très bien. Donc voilà l'image finale, il ne reste plus qu'à faire des petits niveaux, éventuellement continuer à travailler les couleurs. Et donc voici mon résultat final. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. La vidéo a été un peu longue, mais bon, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite, hein, laissez un petit like, un commentaire, et puis bah, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, et puis à bientôt. Allez, ciao.